Et bonjour à tous les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de comptabilité. Je vais vous expliquer comment traiter les risques clients et fournisseurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Pour aborder le risque client et fournisseur, nous allons aborder deux points dans cette vidéo. Première partie, comment préparer une bonne gestion du poste client, et ensuite nous verrons comment suivre et analyser ce fameux portefeuille. Donc quand il est question de risque client, on va aborder ici principalement trois types de risques qui va vous concerner lorsque vous allez gérer un poste client. Dans un premier temps, ça va être les risques financiers. On retrouve ici principalement le risque d'insolvabilité ou de défaillance et le risque de retard de paiement. L'insolvabilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que le client n'est plus en mesure de payer ses dettes vis-à-vis de votre entreprise. Il n'a plus suffisamment de ressources pour ça. Et ce type de risque est potentiellement celui qui est le plus néfaste pour une entreprise, puisqu'il peut aboutir à des conséquences vraiment terribles, comme un découvert bancaire, c'est le fait que votre compte bancaire soit en négatif, qu'il soit en dessous de zéro, un déséquilibre de trésorerie plus ou moins important, et l'insolvabilité même de l'entreprise. C'est-à-dire que dans cette situation, l'entreprise ne peut plus payer ses dettes, elle va devoir entrer en liquidation judiciaire et elle va devoir déposer le bilan. Le deuxième type de risque, c'est les risques commerciaux. On retrouve principalement le risque de non-fidélisation des bons payeurs, c'est-à-dire les clients qui payent à temps, qui n'ont pas de retard, qui n'ont pas de problème de trésorerie. Il faut essayer de les fidéliser, il faut essayer de les garder parce que ce sont grâce à eux que vous allez pouvoir payer vos dépenses et toutes vos charges. Et le deuxième risque, c'est le risque de dégradation de l'image de l'entreprise. Si ces risques se réalisent, le problème c'est que les bons payeurs du coup sont pas fidèles, donc ils vont partir, ils vont aller vers d'autres entreprises, et il va vous rester finalement dans votre portefeuille client que les mauvais payeurs, qui déjà mettent à mal votre situation financière. Et en plus, si l'image se dégrade, ça peut faire perdre des clients à l'entreprise. Et enfin, la troisième grosse catégorie de risque, c'est le risque organisationnel. On retrouve principalement le risque d'erreur ou d'absence de contrôle des règlements clients. Là, c'est le fait que l'entreprise ne mette pas suffisamment en place de systèmes de surveillance et de contrôle, ce qui peut engendrer comme conséquence des retards de paiement, un nombre important d'impayés et des créances irrécouvrables. Irrécouvrables, ça veut dire que ce sont des clients qui ne vont jamais payer votre entreprise. Alors dans ce cas-là, il y a différentes procédures qu'une entreprise peut mettre en place pour essayer de récupérer les fonds, et j'aborderai ça dans une autre vidéo. Et on retrouve également les risques liés au portefeuille client, c'est-à-dire comment est constitué les différents clients que vous avez dans votre entreprise. Donc là, les risques qui sont liés à ça, ça va être le fameux 20-80 initié par la loi de Pareto, que j'aborderai un petit peu plus tard dans la vidéo. Si vous avez une activité très dispersée, la difficulté ça va être du coup de fidéliser chaque partie, chaque client. Ou par exemple, si vous avez une activité essentiellement à l'étranger, forcément votre portefeuille client va être très sensible à l'activité économique et ou politique du pays dans lequel il réside. Pour essayer de limiter tous ces risques, les entreprises vont mettre en place ce qu'on appelle des délais de paiement. C'est-à-dire qu'elle va accorder au client un certain nombre de jours ou de semaines pour que le client ait le temps d'avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir régler ses dettes. Alors il est conseillé de ne pas accorder un délai de paiement aléatoire, et ça va tenir compte de différents critères. Premier critère, ça va être le niveau de solvabilité, c'est-à-dire que vous allez faire des recherches sur votre client et essayer d'identifier s'il a déjà des problèmes de trésorerie ou s'il est solvable. Il faut également tenir compte de la durée de la relation commerciale, c'est-à-dire est-ce que c'est un client que vous connaissez qui est fidèle de votre entreprise depuis un certain temps, ou est-ce que c'est un nouveau client? Forcément, les nouveaux clients, vous ne les connaissez pas, et donc le délai de paiement accordé sera beaucoup plus difficilement négociable. Vous devez également tenir compte des ventes passées. Si c'est un client qui commande beaucoup, vous pouvez éventuellement être un peu plus souple dans ce délai de paiement que vous allez lui accorder. Et il est également conseillé de tenir compte du type de client à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est un professionnel? Ou est-ce que c'est un client qui a déjà des difficultés de trésorerie? Donc voilà, vous allez tenir compte de tous ces critères-là pour essayer d'accorder un délai de paiement qui soit cohérent et qui soit bénéfique à la fois pour le client pour qu'il puisse payer à temps ses factures, ses dettes qu'il a envers vous, et vous, ça va vous permettre d'éviter les trois risques qu'on a vus précédemment. Alors vous ne pouvez pas accorder un délai de paiement de 4 ans, le code de commerce est très clair là-dessus. L'entreprise peut proposer des délais de paiement à leurs clients professionnels dans la limite maximale de 45 jours fin de mois, c'est-à-dire 45 jours plus la fin du mois, ou de 60 jours ferme à compter de la date d'émission de la facture. Également, vous ne pouvez pas, en tant qu'entreprise, accorder un délai supplémentaire. Si malgré ce délai-là, le client ne paye pas, ce sera considéré comme un impayé, et il y aura différentes procédures qu'entreprise peut mettre en place. Alors soyons clairs, les délais de paiement, c'est accordé uniquement pour éviter de rencontrer les risques qu'on a vus juste avant. Malheureusement, il y a des clients qui abusent, qui paient toujours en retard ou à la dernière minute, donc faites attention, identifiez ces types de comportements de vos clients. Si passé ce délai de paiement, le client n'a toujours pas payé, donc il est en retard de paiement, vous pouvez dans un premier temps lui attribuer trois types de sanctions financières. Le classique, c'est les fameuses pénalités de retard.
Donc là, c'est vous qui déterminez le montant des pénalités de retard. Par contre, la loi fixe un maximum pour éviter les abus de 3 fois le taux d'intérêt légal. En général, ce qui est pratiqué par les entreprises, je vous ai mis ici les taux actualisés en 2020, c'est 3,15% si le créancier est un particulier et 0,87% si le créancier est un professionnel. Et cette pénalité est appliquée sur le montant TTC de la facture. En plus des pénalités de retard, vous pouvez aussi lui imputer des frais de recouvrement, c'est-à-dire que comme le client n'a pas payé, il est en retard de paiement, vous en tant qu'entreprise, vous allez devoir générer des procédures vis-à-vis de votre banque, vis-à-vis de vos différents partenaires, ça va vous générer des frais, et donc évidemment vous allez lui imputer ça à cause de son retard. Éventuellement, vous pouvez encore rajouter une sanction supplémentaire qui est une amende. Donc ça, pour le coup, pour l'attribuer, il faudra passer par le tribunal, porter plainte, faire des procédures, etc. C'est le juge qui va déterminer le montant de l'amende à payer par le client, tout en respectant le code de commerce qui fixe un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique. Personne physique, c'est un individu, c'est vous, c'est moi. Et 375 000 € maximum si le client est une personne morale, c'est-à-dire une entreprise. Par contre, pour pouvoir appliquer ces sanctions, il est obligatoire que les conditions de retard et les pénalités appliquées figurent dans la facture et dans vos conditions générales de vente. Si elles n'y figurent pas, vous ne pouvez pas appliquer les sanctions. Tout simplement parce que, comme ce n'est pas affiché, le client n'est pas au courant des pénalités qui peuvent lui incomber en cas de retard. Je l'ai évoqué juste avant, les procédures que vous pouvez mettre en place contre les mauvais payeurs. Donc on va voir ça à différentes étapes de la relation commerciale. Donc avant la transaction commerciale, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Tout d'abord, s'informer sur la situation commerciale et financière du client et s'informer sur son équilibre financier, sa trésorerie disponible et son niveau de solvabilité. Donc pour ça, je vous donne différents sites plus ou moins officiels. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants en termes de divulgation d'informations. Donc vous avez infogreffe.fr, bilan gratuit, société.com qui sont les plus connus, manageo.fr, Vigie Entreprise, Altares qui sont des organismes reconnus et certifiés, verif.com, officeservice.fr. Ensuite, vous réalisez différentes transactions avec votre client, donc vous instaurez une certaine relation commerciale. Il peut arriver qu'il paye à temps, pas de problème. Il peut arriver qu'il soit en retard, ou qu'il soit un mauvais payeur, ou qu'il le devienne. Donc dans ce cas, il y aura différentes procédures que l'entreprise peut également mettre en place. Par exemple, s'informer donc toujours sur l'évolution de la situation. Il faut s'informer avant, mais il faut aussi suivre l'évolution de la situation financière du client, puisqu'elle n'est pas toujours positive. Ensuite, vous pouvez lui accorder un délai de paiement en fonction des 4 critères qu'on a vus précédemment. Vous pouvez également mettre en place une procédure de lettrage et de suivi des comptes clients. Ça, je l'aborderai un peu plus tard dans la vidéo et dans une autre de façon un peu plus concrète en termes d'application. Vous pouvez également définir une ligne de crédit client, ça on va le voir juste après. Vous pouvez mettre en place une procédure de relance successive et hiérarchique. Et vous pouvez souscrire un service de garantie contre les impayés. Il y en a principalement deux qui existent aujourd'hui, c'est l'assurance crédit et la facturage. Ça, j'aborderai dans une autre vidéo. Donc vous voyez, il existe pas mal de procédures qui peuvent être mises en place pour réduire les fameux risques financiers, commerciaux et organisationnels liés à la mauvaise gestion d'un poste client. Et enfin, après la transaction commerciale, ce qui est vraiment important, c'est que la personne qui saisit, qui enregistre les informations, soit différente de la personne qui contrôle le paiement du client. Pour éviter des conflits d'intérêts, des détournements de fonds, il faut vraiment que ces personnes-là soient dissociées. On a vu toutes les grandes bases pour avoir une bonne gestion de poste client. Maintenant, nous allons voir comment suivre et analyser le portefeuille. Donc premier point, les outils d'analyse du compte client-fournisseur. Donc il y a le lettrage du grand livre. Pour rappel, le grand livre, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Je vous mets une petite fiche juste là si vous voulez aller la retrouver. Mais je vous fais un petit rappel rapide. C'est un document comptable obligatoire qui récapitule pour chaque compte l'ensemble des sommes enregistrées au débit et au crédit depuis le début de l'exercice. Pour ceux qui se souviennent, ça ressemble à ça. Donc vous avez les dates d'opération, la pièce justificative, le journal d'enregistrement, le libellé de l'opération, le montant débité et le montant crédité. Et donc le lettrage, en fait, c'est une procédure de contrôle qui permet de relier la facture avec son paiement. C'est vraiment pas une procédure compliquée, par contre il faut être très attentif et très rigoureux et ne pas mélanger les pièces, et vérifier les dates, vérifier des erreurs de saisie, voilà donc. Mais si le lettrage est bien fait, une fois que vous avez terminé, il vous restera normalement plus que les factures restantes à payer par le client et les fournisseurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu relier la facture à un paiement, donc il reste ça à identifier. Ou alors si vous n'avez pas pu les relier, c'est parce qu'il y avait une erreur quelque part. Deuxième outil de suivi, c'est la balance AG, qui est un document qui récapitule par client et par fournisseur, et par date d'échéance, les montants dus, qu'ils soient échus ou non échus. Donc là on a quelques termes techniques, vous allez voir c'est vraiment pas compliqué à faire, je vais vous montrer ça juste après. C'est un outil qui va servir à donc comparer les dates d'échéance avec les dates de paiement réel. Ça permet de savoir quand les sommes sont décaissées et encaissées, ça permet de définir l'évolution de trésorerie, et ça permet surtout d'observer les retards de paiement pour pouvoir adapter ensuite votre procédure de relance et de recouvrement. Voilà à quoi ça ressemble, j'ai mis une illustration ici, c'est tout simple. Donc vous avez ici la période sur laquelle vous voulez étudier la balance de vos clients, le numéro client que vous avez ici dans votre logiciel, le nom du client,
le total des créances qu'il a à payer, les créances non échues, c'est-à-dire les créances dont le délai de paiement n'est pas encore dépassé, donc ça peut être normal qu'il n'ait pas encore payé ces créances-là, et si vous avez toutes les créances échues, c'est-à-dire les créances dont le délai de paiement est déjà dépassé. Moins de 15 jours, donc là c'est un petit retard de paiement, de 15 à 30 jours, 30 à 60 jours, plus de 60 jours. Donc ça c'est les critères classiques de retard. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un critère supplémentaire de 90 jours, ou être encore plus précis, 4 jours, 17 jours, voilà, donc c'est en fonction de la politique de votre entreprise. Mais vous voyez que ça vous permet de visualiser très rapidement les sommes restantes à payer et à quel niveau de retard on se situe. Et en fonction de ça, vous allez adapter votre procédure de relance et de recouvrement. En plus de tout ça, vous pouvez également utiliser des indicateurs de mesure d'alerte qui vont servir à vous alerter en cas de probabilité élevée de survenance de risque. On va retrouver les encours clients, c'est tout simplement le total restant à payer par un client. Par exemple, vous mettez une alerte, pour tous les clients qui ont plus de 10 000 € d'encours à payer, vous allez enclencher une procédure. Et donc pour calculer l'encours client, on va additionner donc, les créances clients, plus les effets escomptés non échus. Donc ça correspond au paiement par ce qu'on appelle les effets de commerce, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, moins les avances et acomptes reçus. Et en toute logique, plus l'encours est important, plus le risque d'impayé est élevé. Vous avez la même chose du côté fournisseur, donc là ça va être dette fournisseur moins les avances et acomptes versés, il n'y a pas d'effet escompté ici pour le coup. Vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une ligne de crédit client, je l'ai évoqué précédemment, donc ça en fait c'est le montant maximal d'encours accepté par le client. Tout à l'heure on a mis une alerte pour enclencher une procédure, et là c'est la même logique, vous fixez un montant maximal d'encours qui va bloquer toute commande. Aucun salarié, aucun commercial ne pourra enregistrer ou valider de nouvelles commandes de ce client. Et cette mise en place a été grandement facilitée par l'apparition des NTIC et notamment le logiciel de gestion intégré. On retrouve encore comme statistique les délais moyens de paiement client, qui permet de mesurer le nombre moyen de jours que le client met à payer. Donc là pour le calcul, il faut faire créance client TTC, divisé par chiffre d'affaires TTC, multiplié par 360 jours. Plus le délai moyen est important, plus ça veut dire que les clients mettent du temps à payer leurs dettes, et donc ça fragilise votre trésorerie. Et vous pouvez faire la même statistique de l'autre côté, côté fournisseur, délai moyen des paiements fournisseurs. La formule c'est dette fournisseur TTC divisé par achat TTC x 360. Et là ça permet de mesurer, vous, votre entreprise, combien de jours elle met en moyenne pour payer ses fournisseurs. Une bonne gestion du poste client-fournisseur, c'est évidemment de recevoir la vente de ses clients avant de payer ses fournisseurs. Si ce n'est pas le cas, vous devez puiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans votre trésorerie. Donc voilà pour les outils de suivi et d'alerte classiques qui sont utilisés majoritairement par toutes les entreprises. On va voir dans un dernier point les outils d'analyse, compte client-fournisseur. Donc on va retrouver le classique, le relevé annuel des ventes et des achats. C'est un peu comme le grand livre client, mais ici ça va être un grand livre pour les ventes et pour les comptes d'achat. Donc avec les mêmes éléments, date, pièce, numéro de compte, libellé, débit crédit, je reviens pas là-dessus, normalement vous avez compris. Et au cas où, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est pas clair, je vous invite à aller voir cette vidéo là qui va vous expliquer comment toute la comptabilité fonctionne. On retrouve également d'autres indicateurs de mesure ici, que là ça va pas être des indicateurs d'alerte ou de suivi, ça va être des indicateurs d'analyse. Et pour pouvoir faire une analyse cohérente, il faut des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc on va retrouver les classiques, tout ce qui est taux d'évolution du nombre de clients, taux d'évolution du chiffre d'affaires par client, taux d'évolution d'achat par fournisseur, etc. Vous pouvez faire un indicateur d'évolution sur tout ce que vous voulez. Et la formule c'est toujours la même, le taux d'évolution c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100. Ça vous donne un pourcentage de taux d'évolution. On utilise aussi régulièrement donc, le chiffre d'affaires moyen par client ou par type de client. Donc c'est chiffre d'affaires TTC divisé par nombre de clients. Et la même chose de l'autre côté, le montant d'achat moyen par fournisseur ou type de fournisseur, c'est achat TTC divisé par nombre de fournisseurs. Ça vous permet d'avoir des statistiques à mettre en perspective après à comparer avec les mois précédents, avec les années précédentes, avec les autres types de clients et de fournisseurs pour pouvoir faire des analyses cohérentes du portefeuille client. Je vous en ai mis encore un dernier qui est le taux de rotation des clients. Donc ça c'est chiffre d'affaires TTC divisé par total des créances clients. Cet indicateur permet de vérifier en fait si les ventes que vous enregistrez sont réellement payées et encaissées. Donc plus ce ratio est proche de 1, plus toutes vos ventes sont réellement encaissées et payées par les clients. Avant-dernier outil, je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'est la fameuse méthode du 20-80 ou ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc, en fait, c'est un économiste qui a constaté que 20% des causes produisent 80% des conséquences. Donc si on applique cette méthode à un portefeuille client, ça veut dire que 20% de vos clients vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. Ce qu'on va appeler les gros clients en fait, tout simplement. Et donc ces gros clients, il va falloir appliquer un suivi particulier pour les fidéliser, les garder, éviter qu'ils soient en défaut de paiement et établir une bonne relation commerciale avec eux.
Et donc tout le reste, 80% des autres clients, vont vous apporter que 20% de votre chiffre d'affaires. Ça va être des petits clients. Donc vous prenez tout votre portefeuille client, vous faites les calculs et vous vérifiez si cette loi de Pareto est respectée ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va retrouver principalement deux situations majeures à risque. Ça va être que, premier élément, 20% des clients représentent plus de 80% de l'activité. Bon, on pourrait se dire c'est très bien, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, si par exemple vous avez un client qui représente 90% de votre chiffre d'affaires, si vous perdez ce client, vous êtes mal. Vous ne pouvez pas reposer toute la santé de votre entreprise sur un ou deux clients. Maintenant, pour éviter justement le risque de défaillance financière, si jamais le client s'en va, vous devez développer d'autres petits clients et d'autres moyens clients pour pouvoir diversifier votre portefeuille client. Et donc, qui dit diversification, dit réduction du risque. Et l'autre situation problématique, ça va être l'inverse, ça va être que moins de 20% des clients représentent beaucoup moins que 80% de l'activité. Donc là, c'est pas une situation risquée à proprement parler de défaillance financière, c'est juste que là, c'est une limite à la loi de Pareto qui fait que ce serait tellement diversifié qu'on ne peut pas faire une analyse pertinente et cohérente de le risque généré par ce type de portefeuille. Le dernier outil d'analyse, ça va être tout ce qui est représentation visuelle graphique. Vous pouvez faire des graphiques de répartition, donc principalement des graphiques circulaires, par exemple répartition du chiffre d'affaires entre les différents clients. Vous pouvez faire des graphiques en courbe pour mesurer des évolutions et calculer ce qu'on appelle une droite d'ajustement. Par exemple, vous voyez que l'évolution de l'encours client, même s'il a diminué en 2018, est réaugmenté, rediminué, etc. On voit que globalement, l'encours client, avec cette droite d'ajustement, démontre qu'il augmente. C'est-à-dire qu'on accorde de plus en plus d'encours client. Et on a vu que c'était néfaste d'avoir un trop gros encours client. Et le troisième type de graphique classique, c'est le graphique en histogramme qui permet de comparer des données. Ici, par exemple, je vous ai fait la part des impayés par année. Si on voit que la part des impayés est très forte en 2017, 2019 et 2022, par contre, elle est très faible en 2020-2021. Donc là, ça peut être intéressant d'étudier pourquoi, de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir répéter cette situation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Je mets également pour vous dans la description une formation gratuite qui s'intitule Comment réussir vos examens à coup sûr, dans laquelle je partage avec vous mes conseils pratiques et méthodologiques en tant qu'ancien étudiant et en tant que professeur de comptabilité et de gestion. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt.